Juste pour faire un petit résumé de ce qu'on a fait avant la pause. Donc ici, on se rappelle, on a un capteur de gyroscope à taux ici qui est bruité. Donc, notre façon de gérer notre biais sur, en fait, j'ai dit bruité, mais qui est biaisé. Donc, notre façon de gérer le biais sur notre gyroscope, c'est de venir booster sa covariance ici, dans notre matrice de bruit en fait, notre bruit de commande, vu qu'on considère le gyroscope comme étant une commande. Donc, notre façon de gérer ce biais-là, c'est un peu, on va dire, un peu force brute, là, dans le sens que c'est un peu un hack, dans le sens qu'on vient booster notre variance afin d'englober le biais. Donc, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est une deuxième façon de gérer un biais sur un capteur. Puis, ça consiste à venir ajouter le biais directement dans notre état comme étant une variable à estimer. Donc, alors que précédemment, notre variable d'état, en fait, qu'est-ce que ça nous indiquait? C'est que peut-être que notre état n'était pas complet. Donc, peut-être qu'il manquait une certaine variable, qui est notre biais, qui vient impacter aussi nos mesures. Donc, c'est un peu ça qu'on vient faire ici. Donc, on vient ajouter, en plus de notre position angulaire, notre vitesse angulaire, on va venir estimer le biais sur notre gyroscope aussi. Donc, alors que tantôt, on, on le gérait, entre guillemets, juste en boostant sa valeur d'incertitude. Ici, on veut vraiment modéliser le capteur en disant, OK, notre, notre gyroscope a un biais, puis je vais venir mesurer c'est quoi son biais, je vais venir estimer son biais pendant que le filtre s'exécute. Ici, on vient modifier un peu notre matrice de transition d'état pour venir prendre en compte le biais. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient soustraire le biais à notre mesure de gyroscope. Fait que, dans notre cas, on va surtout s'intéresser à cette rangée ici. Donc, je vais écrire l'équation au long, juste pour voir à qu'est-ce que ça ressemble. Donc, on va avoir notre valeur de vitesse angulaire, θ point, va être égale à 0 fois notre position, 0 fois notre vitesse angulaire et moins une fois le biais. Fait que moins, on va l'appeler biais, plus une fois notre mesure de gyroscope. Vitesse angulaire du gyro. Donc, ça, c'est équivaut vraiment à venir faire un peu comme on fait dans les laboratoires, donc venir soustraire la mesure retournée du gyroscope par son biais. Donc, ici, notre valeur ici devient non biaisée. En plus, là, vu qu'on a ajouté un nouvel état, il faut aussi venir modifier notre matrice de bruit sur les transitions d'état. Ici, on va pouvoir utiliser le vrai biais sur le gyroscope, donc sans devoir le booster. Puis on va voir aussi ajouter un petit biais sur pas un petit, une petite variance sur notre estimation du biais. Ensuite, on doit aussi modifier notre modèle de capteur. Donc, on doit juste y ajouter un zéro ici, là, vu qu'au final, on ne peut pas mesurer la valeur du biais directement, on peut juste mesurer notre θ ici, donc la première valeur ici. On vient ici ajouter un certain bruit, une certaine variance sur les mesures d'estimation du gyroscope, du biais du gyroscope. Donc là, juste cette simple modification-là, donc on vient ajouter un état à notre fil de Kalman, ça va nous donner des super bons résultats. Donc, on va commencer par regarder ici comment ça se comporte. Donc, on rappelle ici tantôt notre mesure en bleu. Ici, c'est notre gyroscope qui va diverger. Donc, ici, on a un horizon de temps qui est un peu plus large. Donc, on peut voir que la mesure d'intégration du gyroscope va vraiment partir en vrille, alors que notre fil de Kalman va rester super bien calé sur la position réelle. Ceci est un exemple assez tôt. Ici, c'est un exemple qui est vraiment à la toute fin de l'horizon de simulation. On peut voir que, comme tantôt, ben, on diverge beaucoup. Mais là, qu'est-ce qui est vraiment plus intéressant, c'est voir ici. Donc ici, si je refais la figure un peu plus grande, là, disons ici, là, on a un pic ici, puis un deuxième pic comme ça ici. Là. Donc, en termes d'erreur. Donc, au début, on n'a pas vraiment d'idée sur c'est quoi notre valeur de biais. Donc, on va avoir beaucoup d'erreurs. Parce qu'il faut encore que le fil de Kalman trouve, il puisse estimer la valeur du biais. Donc, au début, on va avoir des erreurs qui sont plus grandes, donc à peu près ici. Là. Donc, au début, là, vu que notre biais n'est pas tout à fait calibré, vu qu'on a eu que très peu de mesures, ben, on va avoir des erreurs qui sont un peu plus grandes. Mais après ça, au fur et à mesure que le fil de Kalman va être capable d'estimer le biais de mieux en mieux, on va avoir un deuxième pic ici qui va être beaucoup plus précis, en fait, qui va être non biaisé, puis qui va être plus près de zéro. Puis en fait, qu'est-ce qu'on peut même faire, c'est voir c'est quoi l'estimation du biais en fonction du temps. Fait que là, on peut voir au début, on l'avait initialisé à une valeur de zéro.
parce qu'on ne savait pas si le capteur était biaisé ou pas. Puis là, au fur et à mesure que le filtre va prendre des mesures, il va se rendre compte que hey, le gyroscope est un peu biaisé, puis il va venir ajuster cette valeur-là jusqu'à atteindre la valeur du biais réel, qui est, comme tantôt on disait, là, notre capteur biaisé suit une normale avec un écart type comme c'est ici. Donc, il va venir tomber directement sur la bonne valeur, puis il va l'estimer comme c'est ici. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une figure qui est intéressante à voir, qu'on peut venir interpréter ce que le filtre fait juste en regardant qu'est-ce qui se passe au fil des itérations. On peut voir qu'il estime correctement notre biais, et ce, qu'à partir des erreurs, des mesures de compas. Donc, le seul capteur qu'on a, c'est une mesure de compas qui va donner la position. Puis le fil va être capable de fusionner l'information de cette mesure-là avec notre modèle de transfert, notre modèle de commande, notre modèle de sensor pour venir estimer la valeur du biais. Donc, c'est normal que vous pensiez que ce soit un petit peu de la magie parce que c'est quand même surprenant qu'avec qu'une mesure de position qui est vraiment beaucoup bruitée, on puisse être capable d'estimer, en plus d'estimer la position, la vitesse, on peut aussi estimer la valeur du biais. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant à voir. Donc, assez rapidement, on puisse tomber sur une valeur qui est très proche de la valeur réelle du biais. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était les filtres de Kalman. Puis là, on se rappelle, les filtres de Kalman, tout ce que ça peut faire, c'est utiliser des équations qui sont linéaires avec des descriptions qui sont gaussiennes. Sauf que là, le gros problème, c'est que des équations linéaires, dans la vraie vie, ça n'arrive pas souvent. C'est vraiment rare qu'on va avoir un capteur qui, selon notre position, va nous tourner un voltage qui est linéaire comme ça. Ça n'existe presque pas. On va souvent avoir des trucs un peu comme le capteur infrarouge qu'on a vu là, qui vont ressembler à ça. Là. Donc, ça, c'est une fonction qui est non linéaire. Donc, on ne pourrait pas l'utiliser dans le fil de Kalman. Donc, ce serait une limitation qui serait vraiment très importante sur les fils de Kalman, ce qui les rendrait vraiment presque impossible à utiliser en pratique. Mais là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir étendre la notion du fil de Kalman à des fonctions qui sont non linéaires. Puis ça, je pense que vous l'avez déjà vu un peu en classe, la solution, c'est une solution qui est très courante en robotique, c'est venir linéariser. Donc, on va prendre un capteur, je vais redessiner la figure de notre capteur infrarouge. On connaît notre estimé de position X. Qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est on va dire, je vais venir passer une droite ici. Là. Je vais venir linéariser. Je vais venir linéariser ici, puis je vais considérer le capteur comme étant une droite. Donc, localement, euh, avec la dérivée, je peux dire, OK, ça ressemble à peu près à une droite, puis là, je pourrais passer ça dans un fil de Kalman. Donc, ça ne sera pas parfait, un peu comme qui est dit ici. Là. Donc, ça va vraiment être une approximation du fil de Kalman. Vu que nos équations sont toutes non linéaires, on va appliquer une forme de linéarisation qui est une estimation d'ordre 1. Donc, ça va être un fil qui est une estimation, mais qui va permettre l'application à plus de domaines. Comme là, mettons par exemple, mettons j'ai un robot qui a une position XY, puis en plus un angle, puis j'ai dit de se déplacer dans cette direction-là. Il va y avoir une notion de sin puis de cos qui vont venir, vu que ça va dépendre selon son orientation θ ici. Donc, déjà là, un problème qui est vraiment simple, qui est la localisation en 2D avec un robot qui a une orientation, je ne pourrais déjà pas utiliser un fil de Kalman. C'est là qu'on va pouvoir utiliser un fil de Kalman étendu pour venir linéariser le sinus, le cosinus, pour rendre le problème, on va dire, digérable par notre fil de Kalman. Mais là, avant d'entrer là-dedans, on va parler un peu de linéarisation. Donc, vous vous rappelez les séries de Taylor. Donc, il existe une généralisation pour les variables à deux entrées. Donc, ici, comme on peut voir, c'est vraiment similaire à ce qu'on verrait en 1D, là, où est-ce que ça devient f de notre point plus la dérivée à ce point-là, puis x moins a, comme c'est ici. Donc, c'est vraiment l'idée de j'ai une fonction, je viens créer une droite, puis je viens estimer sur cette droite-là. Ici, on va faire le même principe, mais cette fois-ci en 2D. Donc, ici, plutôt que de linéariser sur une droite, on va linéariser sur un plan 2D. Fait que là, bon, on va essayer de faire une petite courbe. Là. Je ne promets rien, là, comme c'est ici. Mettons, à ce point-là ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir dessiner un plan, comme c'est ici, puis on va venir faire nos approximations sur le plan. Donc, c'est un peu ça qu'on vient faire ici en calculant les dérivées partielles par rapport aux deux variables ici. Donc, ici, on vient calculer notre fonction f qu'on veut linéariser, dérivée par rapport à L, ici, dérivée par rapport à M, puis on vient calculer selon les différences dans les deux directions.
Donc, ici, c'est juste un petit exemple là, vraiment simple avec cos L, ln de m, comme ça ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est venir prendre le point au point cos A ln de B, donc l'équivalent de dire le point central de mon approximation. Ensuite, je vais prendre dérivée partielle par rapport à L, et ensuite dérivée partielle par rapport à M, puis je viens faire mon interpolation ici linéaire. Ça me permet d'une certaine façon de convertir ma fonction qui est non linéaire ici, qui contient des cos et des ln, en une fonction qui est linéaire en L-A puis M-B. Donc, euh, on vient de convertir une fonction qui est non linéaire en une fonction linéaire. Donc, ce serait une façon de pouvoir utiliser ce type de fonction-là dans un fil de Kalman. Sauf que là, souvent, nos fils de Kalman, comme on a vu un peu plus tôt, euh, en fait, notre transition d'état, ça va ressembler à ça. X égale phi de x, comme ça ici, où x va être un vecteur. Fait que là, on pourrait imaginer qu'il y a une position x, une position y, puis un angle, comme ça ici. Ça va être phi de x, y, θ. Donc, c'est qui va être une fonction de plusieurs variables vers plusieurs variables. Donc là, il faut trouver une façon de généraliser ça pour ce type de fonction-là ici. Là, il se trouve qu'il existe un concept mathématique qui s'appelle la jacobienne, qui permet un peu de résumer toute cette information-là puis de permettre une linéarisation. Fait que cette matrice-là va d'une certaine façon venir résumer toutes les informations sur les dérivées partielles de notre fonction à plusieurs dimensions, à plusieurs entrées et à plusieurs sorties. Ce qui va nous permettre de définir une linéarisation. Puis là, bon, ici, comme c'est indiqué, c'est très courant là, justement pour tout ce qui est linéarisation de fonctions à plusieurs variables. En fait, des fonctions qui sont vectorielles. Donc ici, on vous montre un petit exemple de linéarisation avec une jacobienne. Donc ici, on revoit le même format, la même structure générale, là, où est-ce qu'on a notre point central d'approximation et on a l'équivalent de la dérivée. Donc la jacobienne, c'est équivalent un peu à la notion du plan tangent ou de la tangente dans une fonction 1D. Ce qui va nous permettre de venir faire notre approximation linéaire, notre linéarisation avec cet écart-là par rapport à notre point d'approximation. Donc ici, on va faire un petit exemple avec cette fonction-là ici. Donc, pour la première variable, f1, 3x cos θ sin phi. Puis la f de 2, ça va être 7x plus 14 ln de phi. On vient calculer la jacobienne. Donc, ça équivaut à venir calculer le dérivé partiel de chaque fonction par rapport à chacune des variables. Donc, ici, on va venir dériver f1 par rapport à x. Donc, on vient juste enlever notre x ici, ça nous donne 3 cos phi. Similairement, pour ici, on va venir dériver par rapport à θ, ici par rapport à phi, puis ainsi de suite pour les autres. Donc, juste comme ça, on vient de calculer notre jacobienne. Puis ceci va nous permettre de faire des approximations linéaires avec une série de Taylor d'ordre 1 sur notre fonction. Donc là, on reprend notre fameux problème qu'on parlait un peu tantôt, où est-ce qu'on a un robot avec un état qui est la position en x, y et son orientation, qu'on appelle ici phi. Aussi, on va avoir un capteur laser qui va nous permettre de nous donner que la distance par rapport à un point de repère qui est fixe. Donc, déjà là, si on voulait appliquer un fil de Kalman directement, ben, ça ne fonctionnerait pas, vu qu'on a des cosinus et des sinus, et en plus d'avoir des carrés et des racines carrées. Donc, c'est toutes des fonctions qui sont non linéaires. Donc, le fil de Kalman ne serait pas compatible avec ça. Fait qu'il faut trouver une façon de venir linéariser ce problème-là pour pouvoir utiliser un fil de Kalman. Ouais, ici, on vient juste dire que c'est une mesure que D, en fait, ne te donne qu'une valeur en une dimension, donc il vient fusionner un peu la valeur de x, y en une seule valeur qui retourne D, la distance. Puis là, on peut se poser beaucoup de questions dans le sens que comment on va faire pour se localiser en x, y, en plus de trouver l'orientation, juste avec une mesure qui nous donne une distance. Là, c'est là que la magie du fil de Kalman va briller. On va le voir un peu plus loin, mais c'est vraiment intéressant comment le fil va pouvoir fusionner une mesure qui est assez simple, donc c'est juste une mesure de distance à une dimension, pour estimer l'état de trois variables. Donc, c'est vraiment, vraiment très cool. Donc là, on prend notre fameux fil de Kalman et on vient faire quelques petites modifications pour lui permettre de supporter des fonctions qui sont non linéaires. Donc, premièrement, on va venir remplacer notre équation où est-ce qu'on utilisait phi de x, non, phi de k, x plus u de k comme ça ici.
on vient remplacer ça plutôt par notre fonction qui va retourner directement à l'état suivant. Donc ici, ça peut être une fonction qui est non linéaire, qui va venir, par exemple, caser des signes, des cos sur l'état X, en plus d'incorporer les commandes du robot. Donc, on vient un peu de généraliser le principe de propagation, où est-ce qu'avant, on était limité à des fonctions qui sont linéaires. Ici, on pourra utiliser n'importe quelle classe de fonction ici pour faire la prédiction de l'état suivant à partir de l'état courant. Ensuite, bon, c'est sûr que là, ici, pour notre prédiction ici, on n'avait pas besoin de la matrice phi, mais pour la propagation de l'erreur, la propagation de notre covariance, il va nous falloir cette matrice. Donc, c'est là qu'on va, on va faire notre linéarisation. Donc, on va prendre dérivée partielle par rapport à l'état de notre fonction de transition d'état. Donc, cette fonction-là ici, on va venir la dériver par rapport à x pour obtenir notre matrice de transition d'état. Même chose pour la matrice de commande ici. On va venir dériver notre fonction de transition d'état par rapport à la commande U. Puis après ça, ben, ça nous permet de réutiliser directement la même équation ici, là, du fil de Kalman classique, où est-ce qu'on va venir transformer on va venir propager notre covariance selon la transition d'état, en plus d'incorporer l'information des capteurs. Ensuite, de façon vraiment similaire, donc ça ici, c'est la partie propagation. De façon vraiment similaire, on pourra utiliser une fonction HZ, donc une fonction qui va permettre de convertir un état en une mesure. Encore une fois, on n'est plus limité à que des applications linéaires, donc on va pouvoir utiliser des fonctions qui sont non linéaires ici. Donc la fonction h de z peut être à peu près n'importe quoi. Après ça, de façon vraiment, vraiment très similaire à ce qu'on faisait avant, on calcule notre innovation. Mais encore une fois, ici, on va avoir besoin de notre matrice delta, qui est notre matrice de capteur ici. Puis pour faire ça, on va venir calculer la jacobienne de notre fonction de capteur par rapport à l'état. Puis après ça, le reste, c'est vraiment pareil. Donc, une fois qu'on a cette matrice-là qui est par linéarisation, on peut juste appliquer les équations suivantes du filtre et ça fonctionne comme c'était avant. Comme on peut voir, les seuls changements par rapport à un fil de Kalman normal, donc pour étendre le fil de Kalman à des fonctions non linéaires, c'est vraiment juste c'est ici, où est-ce qu'on va utiliser une fonction pour avancer l'état. Après ça, on va venir calculer nos matrices avec les jacobiennes. Même chose pour les mesures. Donc, on va venir avoir une fonction pour convertir l'état en mesure et on va venir calculer la jacobienne pour la mesure. Puis à part de ça, le fil de Kalman reste pareil, puis il va quand même bien fonctionner. Donc, ça aussi, c'est vraiment cool de voir comment l'algorithme peut supporter des extensions comme ça. Donc, juste comme ça, on vient d'enlever une des hypothèses probablement les plus limitantes du fil de Kalman, que c'est on peut juste utiliser des fonctions linéaires. Dans notre cas, là, on peut utiliser n'importe quel type de fonction. Mais ça ne veut pas dire que ça va être super précis. Ça va dépendre du type de fonction. Est-ce qu'ils sont trop non linéaires pour être bien estimés? Puis là, un autre point important, là, donc ça, on avait parlé un peu au tout début dans les fils de Kalman, où est-ce qu'on n'a pas besoin d'inverser la fonction de capteur. Ben, c'est encore vrai pour les fils de Kalman étendus. Tout ce qu'on vient faire, c'est calculer notre matrice de capteur, puis c'est tout ce qu'on a besoin pour propager l'erreur. Donc, pas besoin d'inverser cette fonction-là. Donc, on peut avoir des fonctions qui sont bijectives, non bijectives, puis ça va quand même bien fonctionner. Donc, ça ici, c'est un petit exemple. Donc, c'est pas relié au petit robot qui se déplace avec un angle. C'est vraiment juste un exemple un peu plus académique, on va dire, là. Donc, ici, on va avoir nos deux fonctions qui vont nous donner les transitions d'état sur notre état x, y. Donc, notre transition, ça va être ici. Notre matrice de covariance est ici. Après ça, qu'est-ce qu'on pourra venir faire? C'est calculer la jacobienne pour notre transition d'état. Donc, qu'est-ce qu'on vient venir faire, c'est prendre F1 dérivé par rapport à X. Fait que dans notre cas, tout ce qui reste, ça va être Y moins 2 sin X. Même chose ici, on va prendre notre fonction F1. Donc ici, si je l'écris, là, ça va être F1, ça va être F2. Ça va être dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à Y. Même chose ici pour F2, là, je viens dériver F2 par rapport à X, dériver F2 par rapport à Y. Ça me donne cette matrice-là, qui représente ma jacobienne à cet endroit-là. Après ça, si on vient appliquer cette jacobienne-là pour propager notre incertitude, donc ici, on représente l'incertitude comme étant une ellipse qui représente, on va dire, je pense que c'est un écart type. Donc ici, il faudrait voir ça comme une gaussienne 3D, là, puis si on vient faire le cercle qui représente un écart type, comme c'est ici. Là, on veut voir comment cette position-là, cette estimée-là et sa covariance vont fonctionner une fois projetées suite à l'application de ces deux fonctions-là.
Fait que là, premièrement, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, étant des fonctions non linéaires, on se ramasse pas avec une belle ellipse de points, on se ramasse plutôt avec un nuage qui est avec une forme vraiment très étendue. Puis là, on peut voir que, OK, notre estimé est quand même pas si pire, dans le sens qu'il englobe une bonne partie des points, mais c'est pas tout à fait excellent. Puis ça c'est à cause que, vu qu'on vient linéariser, on vient approximer le tout par des fonctions linéaires, ce qui n'est pas vraiment le cas en réalité. Donc, on va tout le temps avoir des erreurs un peu plus importantes dans ce cas-là. C'est un peu une limitation des fils de Kalman étendus, c'est que si la fonction est trop non linéaire, comme ici on a des cos, des sines, en plus d'avoir une multiplication de deux variables, ou ici on a un e à la moins x puis des divisions, c'est des fonctions qui sont trop non linéaires pour que le fil performe bien. Puis c'est juste pour vous donner une petite idée, c'est ici ça a été réalisé par Monte Carlo. Donc on vient juste piger plein de points. Après ça, on prend chacun des points puis on va les projeter à travers F pour voir où est-ce qu'ils vont tomber. Donc, ça permet d'avoir une idée de comment la distribution se transforme à partir de l'application F. Là, ben, comme on peut voir, notre linéarisation a bien fonctionné, mais pas tant que ça. Donc, ça, c'est une limitation qu'il va falloir garder en tête. Donc, ça, on en a déjà un peu parlé, là. Donc, c'est vraiment la même équation qu'on avait avant pour la propagation de la covariance. C'est juste qu'ici, plutôt que d'utiliser les matrices de transition d'état, c'est une jacobienne. Donc, une linéarisation des fonctions de transition d'état. Et c'est exactement la même chose là, ici. Là, le delta, c'est la jacobienne de la fonction de mesure. Maintenant qu'on a mis un peu la table sur les fils de Kalman étendus, on va faire un petit exemple ensemble du fameux robot qui se déplace dans le plan avec une orientation. Fait que là, avec nos nouveaux outils, on devrait être capable de pouvoir modéliser ce problème-là avec un fil de Kalman étendu. Donc, premièrement, pour notre propagation d'état, on va avoir notre mise à jour de l'état en x va correspondre à l'état en x plus la vitesse delta x fois le cos de phi. Donc, c'est l'équivalent de dire sur mon robot, je dessine mon petit triangle qui correspond à ça. Ici, j'ai mon angle phi. Ici, je vais avoir mon cos phi. Ici, je vais avoir mon sin phi. Donc, en x, je vais me déplacer selon le cos de l'angle fois la vitesse. Donc, ça me permet de savoir c'est quoi ma prochaine position en x. Même chose en y, avec le sin de phi. Et l'angle va changer selon la vitesse angulaire ici. Encore une fois, notre capteur de mesure, c'est une fonction qui est non linéaire ici, qui va retourner simplement la distance par rapport au point de repère. OK, donc là, on va linéariser tout ça. Fait que là, on sait que notre état, c'est x, y, phi. On sait que nos trois fonctions de transition d'état sont ici. Donc, on va venir calculer chacune des dérivées partielles de chacune de ces fonctions-là. Donc, ici, on va dériver f de x par rapport à x, f de x par rapport à y, f de x par rapport à phi, puis ainsi de suite pour les trois autres fonctions. Ça va nous donner une fonction qui va venir. En fait, ça ici, ça va nous donner la jacobienne pour cette fonction de transition d'état ici. Donc, ça, c'est notre fameuse matrice phi. Ensuite, un peu de la même façon, on va falloir trouver la matrice gamma ici pour savoir comment propager le bruit des commandes vers l'état. Donc, on va faire la même chose exactement. On sait que notre commande, c'est on contrôle la vitesse et la vitesse angulaire. On sait que nos variables d'état sont calculées à partir de f de x, f de y, f de phi. Donc, on va venir calculer encore une fois toutes les dérivées partielles par rapport à toutes les fonctions. Et ça va nous donner cette matrice ici. Donc, ça va nous permettre de convertir nos commandes en changement d'état. Donc, ici, c'est vraiment juste, je prends ces fonctions-là, je viens les dériver par rapport à chacune des variables de commande et ça va me donner cette matrice. Puis là, comme ça va nous permettre de faire la phase de propagation de notre état. Donc, bon, on se rappelle, pour prédire l'état suivant, tout ce qu'on a à faire, c'est appliquer les fonctions à l'état courant. Donc, on vient faire f de x de notre état x, f de y de notre état x, puis f de phi de notre état x. Des petits chapeaux, c'est tout désestimé. Ensuite, pour la propagation de la covariance, on peut simplement réutiliser les équations qu'on avait du fil de Kalman avec les jacobiennes qui sont ici. Ensuite, donc ça, c'était la phase de propagation. Donc là, on va regarder comment on va pouvoir fusionner l'information des mesures. Donc, pour fusionner les informations de la mesure, il va nous falloir la jacobienne delta. Donc, encore une fois, dans ce cas-ci, on a une seule fonction de capteur. Donc, on va venir calculer ses dérivées partielles ici. Donc, hz par rapport à x, par rapport à y, par rapport à phi. Et ça va nous donner cette jacobienne ici. Donc, ici, on peut voir que la première composante ici va juste varier selon x, juste selon y. Puis l'angle, en fait, il n'y aura pas de mesure dessus.
Puis ça, ça nous permet de faire un deuxième sanity check pour voir est-ce que notre jacobienne fait du sens. Puis ça, ben, on peut le faire simplement en regardant qu'est-ce qui se passe si je suis aligné horizontalement comme ça par rapport à mon point de repère. Fait que là, on peut voir que si je viens remplacer la valeur Y ici, qui est ma position du robot, par YB, tout ce terme-là devient 0. Puis j'obtiens un capteur qui va juste mesurer l'information sur la direction en X. On peut faire la même étude ici pour voir que si je me ramasse en Y, j'ai juste d'informations sur la position en Y. Donc ça fait du sens intuitivement puisque quand je suis ici, tout ce que j'ai, c'est de l'information sur comment je suis éloigné du repère horizontalement, puis ici que d'informations selon ma différence verticale. Donc ça, c'est toujours un peu important là, quand vous faites ce genre de calcul-là, mettons qu'on vous demande ça à l'examen, euh, de regarder si ça fait du sens. De voir un peu, est-ce que mes matrices font du sens intuitivement, faire des petits checks juste pour voir, OK, si je regarde un cas qui est simple, est-ce que ça fait du sens la réponse que j'ai? Parce que si j'avais une réponse qui me disait, je sais pas, 0, puis que j'avais 12 ici, ça fait pas tant de sens, vu qu'au final, mon capteur ne me donne pas d'informations sur l'orientation de mon robot que sur la position X. C'est juste un truc important de porter un petit jugement critique sur les résultats qu'on a. Parce que c'est sûr qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver. Un autre petit exemple de code de MATLAB, donc c'est ici, on en parlait déjà, on a déjà parlé une couple de fois, donc pas besoin de revenir trop là-dessus. On fait la simulation des trois états, on simule les valeurs de mesure qu'on va avoir à chaque fois. Ensuite, ici, ça reste pareil aussi. Ici, on vient calculer notre fameuse matrice, notre Jacobian phi. Donc, on va utiliser les équations qu'on a calculées un peu plus tôt, puis on va venir les calculer numériquement à l'état, où est-ce qu'on est. Est-ce qu'ici, mettons, je le rappelle rapidement, là, ici, notre jacobienne ici va dépendre de phi qui est à un certain endroit, donc selon mon état X. Donc, si ça serait la valeur de phi vraiment de mon état estimé. Là. Donc, mon X chapeau, là, je peux trouver c'est quoi la valeur de phi puis venir fitter ça ici. Donc, c'est un peu ça qu'on vient faire ici. Donc, on vient mettre tous les chiffres ici afin d'obtenir une matrice qui est seulement numérique. Donc, il n'y a plus de variables. Même chose ici pour ma matrice gamma ici. Pas gamma, delta. Gamma est juste ici. Là. Puis après ça, bon, on va pouvoir appliquer le reste du fil de Kalman, ainsi de suite. Ah, puis là, ici, juste un peu de notation. Là, je ne sais pas si. En fait, c'est la même notation que dans NumPy aussi. Donc, I, ça veut juste représenter la matrice identité de taille 3. Dans ce cas. Fait que là, il se trouve que les commandes qu'on envoie au robot, ça lui demande de faire une rotation autour du repère comme c'est ici. Là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que si on fait juste intégrer les commandes qu'on lui donne, l'équivalent d'y aller à l'aveugle, donc je fais juste dire au robot, avance-toi dans cette direction-là, à cette vitesse-là, puis tourne un peu, on voit qu'on diverge vraiment rapidement. C'est-à-dire que dès le début de la trajectoire, les deux, par rapport à la trajectoire réelle en rouge, on va vraiment diverger vraiment rapidement, puis on va être très, très loin, comme ceci. Alors que le fil de Kalman va pouvoir rester très bien, très près de la valeur réelle et avoir un super bon estimé. Ça peut être un peu surprenant puisque tout ce qu'on a comme mesure, c'est une mesure de distance par rapport au repère. Mais là, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que vu qu'on se déplace en tournant autour, le fil de Kalman va être capable de prendre un peu d'informations de la distance, puis venir verser ça un peu dans le bucket de mon orientation. C'est pour ça que c'est vraiment magique, Kalman. Donc, je pense que Philippe a sûrement déjà dû vous le dire, les voies du filtre sont impénétrables. Donc, le filtre est vraiment, vraiment, on va dire un peu magique. C'est vraiment, vraiment cool comment il est capable de faire cette corrélation-là entre les différentes valeurs. Donc, tout ce qu'on a, c'est des valeurs de distance qui est à une dimension, puis on est décimal état qui est à trois dimensions, dont un qui est même pas mesuré. Donc, notre mesure de distance fait juste calculer la différence entre le point qui est x, y ici et un point de repère fixe. Mais il va quand même être capable d'aller chercher de l'information sur l'angle. Donc, ça, si ça ne vous impressionne pas, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, parce que moi, ça m'impressionne beaucoup. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool comment le fil de Kalman peut faire ça. Ensuite, ça, c'était le premier exemple avec un petit robot qui se déplaçait avec une orientation. Ici, on va faire un peu un truc qui est similaire, donc encore un robot XY avec un angle, mais cette fois-ci, on va avoir un genre de mesure de GPS. Fait que là, on peut voir que qu'est-ce que le GPS va nous permettre de faire, c'est mesurer directement les positions de X, Y, mais pas de θ. Donc, un GPS va me donner une coordonnée XY dans mon plan qui va me dire, ben, tu es à cette position XY là, mais je n'aurai pas d'informations sur mon angle. Ensuite, bon, ici,
je vous ai mis les différentes valeurs sur les bruits de déplacement, donc le bruit sur la vitesse ou les bruits sur la vitesse angulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander de faire au robot? C'est de tourner en rond. Donc, on va lui donner une certaine vitesse avec une certaine rotation. Puis tout ce que le robot va faire, c'est tourner en rond continuellement comme ça. Imaginez que c'est un beau cercle. Ensuite, on a les différents bruits sur le capteur. Donc, notre capteur est relativement peu précis. Donc, il y a un plus ou moins 12 mètres sur chacune des mesures. Puis là, bon, malheureusement, je ne pourrais pas rouler ça ici vu que je n'ai pas de MATLAB sur mon ordinateur. Ouais, fait que là, je ne pourrais pas vous montrer l'animation que Philippe a préparée. Mais si vous avez MATLAB sur votre ordi, je vous invite vraiment à aller regarder cette démo-là. Elle se trouve sur le site de cours pour cette semaine. Donc, juste aller chercher ça puis essayer. Donc, il étude il fait trois grands cas. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive si, mettons, mon initialisation de l'état initial est mauvais ou bon? Comment ça va impacter la convergence ou la divergence du filtre? Même affaire pour l'angle, comment ça se comporte si je me trompe sur l'initialisation de l'angle? Qu'est-ce qui arrive si j'ajoute un biais sur mes commandes? Donc, je vous invite vraiment à aller voir, si vous avez MATLAB, d'aller voir ça ici. Ça peut vous donner une bonne intuition sur le filtre. Je rappelle un peu la situation. On a notre robot qui est XY et une orientation θ ici. On lui dit avance avec une vitesse et pas d'orientation. Après ça. Donc là, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on sait qu'on est à cette position-là, qu'on dit d'avance d'1 mètre. Fait que là, notre estimation va être 1 mètre plus loin, elle va se rendre jusqu'ici. Ensuite, on va prendre une mesure. On va se rendre compte que notre mesure va nous dire OK, tu es un petit peu plus ici. Donc là, c'est quoi l'erreur? Comment est-ce qu'on doit attribuer l'erreur aux différents termes? Donc, est-ce que notre erreur vient du fait que notre position initiale était mauvaise et qu'en fait, on se trouvait ici? Dans ce cas-là, ça pourrait venir fitter. Ou est-ce que c'était mon angle qui n'était pas bon, puis qu'à la place d'être dans cette orientation-là, j'étais dans cette orientation-là ici, ce qui fait que j'aurais tombé à la bonne position que le GPS me dit? Ou est-ce que c'est le GPS qui me donne des mesures qui sont euh, vraiment trop à côté de la plaque? Puis là, ben, qu'est-ce qui se trouve? C'est que Kalman, avec sa fusion optimale d'incertitude, va pouvoir faire un mélange d'un peu tout ça, puis dire, ben, c'est un petit peu de la faute de ma position initiale qui était imprécise, donc ma fameuse matrice de covariance P. Mon orientation aussi était un peu tout croche, donc ça aussi, mon incertitude était peut-être, je n'étais pas pile poil sur mon estimé. Puis même chose pour le capteur est vraiment brouté, donc c'est peut-être le capteur aussi qui se trompe. Puis c'est ça que Kalman va essayer de faire tout le monde, tout ensemble. Ils vont un peu répartir la faute sur les différents éléments. Ouais, c'est un peu ça qu'on essaie de dire, c'est que le fil de Kalman, c'est vraiment flexible, puis c'est vraiment un outil vraiment puissant, puisqu'il va tout gérer ça pour nous. Donc, on a un set d'équations qui est fixe, on modélise notre système, puis on obtient tout ça gratuitement. Si on essaie de faire ça manuellement, ce serait vraiment très compliqué, vu que si on aurait une mesure de GPS qui nous dit qu'on est ici, est-ce que c'est notre état qui n'est pas bon? Est-ce que c'est mon orientation? Est-ce que c'est la mesure qui est juste imprécise? Le fil de Kalman va gérer tout ça pour nous de façon, en tout cas pour le cas du fil de Kalman optimal, puis le cas du fil de Kalman étendu presque, tout dépendant du type de fonction. Donc, tout ça pour dire que le fil de Kalman va faire un peu de correction sur tout, puis qu'il va tout fusionner ça ensemble. Puis là, ben ça j'en ai déjà un peu parlé. Donc, c'est un peu l'idée de voir dans ce cas-là. Bon, ici, c'est la matrice de covariance. On va peut-être l'expliquer un peu plus. X, Y, θ, X, Y, θ. Donc, ici, ça représente l'incertitude de X par rapport à X, donc la variance de X. Ici, la variance de Y par rapport à Y. Puis ici, la variance de θ par rapport à θ. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la variance de X par rapport à θ. Donc, ça va être la valeur qui se trouve ici. Donc, comment la valeur de X va varier selon la mesure de θ. Même chose pour ici, où est-ce qu'on va vouloir mesurer Y par rapport à θ, donc la valeur qui se trouve à être ici. Là, c'est un peu ça qu'on vient faire le graphique, c'est de voir comment notre variance va, comment les valeurs de ces variances-là vont évoluer selon le temps. Donc là, on voit que vu qu'on tourne autour de notre point de repère qui est comme ça ici, il y a des moments où est-ce qu'on va être plus précis en X qu'en Y. Fait que là, c'est un peu ça qu'on peut voir. Donc, à des moments où est-ce que notre précision en X est super bonne, donc notre incertitude est très basse, alors qu'à d'autres, on se ramasse à des positions où est-ce que c'est beaucoup plus haut. Donc, c'est un peu ça qu'on peut aussi interpréter en regardant les différentes valeurs de variance à notre matrice de covariance. C'est de voir comment elle évolue au fil du temps, puis de voir s'il n'y a pas une corrélation avec par rapport à la position. Fait qu'on va se rendre compte qu'il y a certaines positions qui sont, par exemple, meilleures pour se localiser en X, vu qu'on mesure que de l'information à X. Donc ici, ça sera un cas
où est-ce qu'on aurait une incertitude qui est assez faible vu qu'on mesure que le delta en X, alors qu'il y a d'autres positions où est-ce qu'on mesure que le delta en Y, on serait meilleur ici. C'est un peu ça l'idée derrière ça, c'est qu'on peut aussi interpréter les différentes valeurs de covariance pour voir comment le field se comporte.